Merci d'avoir été là avec nous pendant toute cette journée. Alors, voici la table ronde de fermeture de l'événement. L'idée, c'est de se projeter dans le futur sur l'intelligence artificielle et de se demander ce qu'il manque à la France pour progresser, pour rivaliser avec peut-être les États-Unis, la Chine, l'Asie, à la fois sur les talents, sur le financement, etc. Donc, j'ai la chance d'être avec deux grands invités. À ma droite, Mounir Majoubi, donc vous êtes secrétaire d'État au numérique. Vous avez aussi un passé d'entrepreneur puisque vous aviez cofondé la Ruche qui dit oui. Vous connaissez très bien le secteur du fait d'avoir été président du Conseil national du numérique et vous êtes aussi défenseur de la diversité dans le numérique. À ma gauche, Renaud Champion. Donc vous travaillez pour l'EM Lyon. Vous êtes directeur des nouvelles intelligences basé à l'antenne de Paris. Vous êtes aussi cofondateur de Revolution Capital. Et en gros, aujourd'hui, vous étudiez l'impact de l'intelligence artificielle sur le management, sur l'emploi et puis aussi sur les nouvelles formes d'enseignement. Alors, avant de démarrer par ce qu'il manque à la France en intelligence artificielle, peut-être qu'on peut rappeler ce que la France a comme atout sur l'intelligence artificielle, surtout qu'il y a un an, vous aviez présenté la stratégie nationale pour développer l'IA. On en est où aujourd'hui? C'est quoi nos forces et nos premiers pas? Merci Léa, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, ça fait un an tout rond. C'était très exactement à la fin du mois de mars de l'année dernière que Cédric Villani nous remettait son rapport et qu'avec le président de la République, nous annoncions la stratégie pour l'intelligence artificielle de la France. Dans cette stratégie, il y avait 3 éléments à avoir en tête. Et sur chacun, on a beaucoup avancé. Et je pense que c'est important qu'on se le redise. Le premier, c'est celui de la parole et de la volonté politique. De redire très fort que la France veut faire de la France et de l'Europe des champions de l'intelligence artificielle au service des humains. Le président de la République a incarné cette parole. On a, lors de l'annonce de cette stratégie, invité autour de nous notamment les ministres allemands en charge de ces sujets et les membres de la Commission en charge de ces sujets pour envoyer un message très fort d'ambition. Le premier pilier de la stratégie il porte sur les ressources humaines et les talents. Comment on fait pour avoir en France les meilleurs chercheurs sur l'intelligence artificielle? Comment on se prépare pour les 15 prochaines années de l'intelligence artificielle? Comment on met en réseau les meilleurs laboratoires? Comment on met en réseau les meilleurs experts? Et comment on arrive à attirer de l'étranger les meilleurs chercheurs? Le deuxième pilier, et qui pour moi est tout aussi important, même s'il est plus invisible, et il a fait l'objet de nombreuses annonces que j'ai faites ces dernières semaines et qui sont restées très discrètes, c'est celui de la diffusion. La diffusion de l'intelligence artificielle dans les entreprises et dans l'administration. La différence entre le premier pilier, c'est que le premier pilier, c'est de la recherche sur tout ce qu'on pourra faire avec l'intelligence artificielle. Sauf qu'aujourd'hui, on peut déjà faire énormément de choses avec certaines briques qui ont déjà 10 ans, 15 ans d'utilisation, qu'on connaît très bien, mais qui sont peu diffusées dans les entreprises, peu diffusées dans l'administration. C'est pour ça qu'on a lancé plusieurs appels à projets, dont un au sein de l'administration, qui va faire qu'on va utiliser toutes ces briques d'intelligence artificielle, de reconnaissance d'images, de reconnaissance massive de texte, d'apprentissage machine, pour les appliquer à l'administration. On peut prendre un exemple. Aujourd'hui, pour la recherche de décharges illégales, par exemple, on était encore sur un système de dénonciation et de recherche par les fonctionnaires de terrain. On a lancé un projet qui va faire une analyse exhaustive de toutes les images satellitaires disponibles, rafraîchies heure par heure, pour identifier l'existence de ces décharges sauvages par reconnaissance machine. Ça, c'est une façon de diffuser l'IA dans l'État. Et enfin, le troisième pilier qui est très important, c'est celui de l'éthique, celui des règles autour de l'IA. L'IA, oui, mais pourquoi? L'IA, oui, mais pour qui? Et l'IA, oui, mais avec quelles limites? Sur ces sujets, on a considéré que la France ne devait pas être seule, qu'il fallait impérativement que ce soit un sujet international. C'est pour ça qu'on l'a mis au cœur du G7, et on va beaucoup en parler pendant le G7 qui aura lieu à Paris dans quelques semaines. Mais on l'a aussi mis au cœur de la relation entre la France et le Canada autour du G2. Il y a un groupe d'experts autour de l'intelligence artificielle et qui construira, avec de nombreux experts de tous les pays, on l'espère, ce sera l'invitation que nous ferons au G7, créer ce groupe indépendant capable de donner une orientation sur les 5 ans à venir de l'IA. Sur tous ces sujets-là, la France a su être en avance, elle a su être mobilisatrice et on a su prendre les bonnes décisions pour investir. Alors ce sont de bonnes bases, mais il y a quand même des critiques qui émergent. Oui. Peut-être Renaud Champion, vous pouvez démarrer les hostilités. Qu'est-ce qu'il manque à l'IA et qu'est-ce qui, dans les pistes de Monsieur le Ministre, ne suffit pas forcément? Des hostilités cordiales, hein, je vous rassure, hein, tout va bien.
Vous l'avez dit dans votre deuxième pilier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de super techno. On a des labos de recherche en France qui arrivent à sortir de nouveaux outils, de nouveaux algorithmes. L'enjeu, il est aujourd'hui dans la courroie de transmission entre la techno et le produit. C'est-à-dire que comment on peut intégrer ces nouvelles technologies dans un service, dans un produit qui va résoudre le problème de quelqu'un. Aujourd'hui, tout ce qui est techno-push, ça ne marche plus très très bien. Donc comment s'assurer que l'IA est incarnée dans des nouveaux business models, dans des nouveaux services, dans des nouveaux produits, encore une fois, qui atteignent un client final. Donc comment assurer ça? C'est toute la question du transfert technologique. Vous avez parlé de diffusion, c'est comment on peut aujourd'hui créer de la valeur économique, de la valeur sociale, de la valeur éducative pédagogique, avec ces nouvelles technologies-là. Et ce n'est pas uniquement des questions de techno, c'est des questions de business. Et ça, il y a un vrai besoin en France, en Europe. Il y a énormément de recherches financées par la Commission européenne qui malheureusement reste dans les placards parce qu'elle n'est pas exploitée. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple justement de diffusion de ces savoirs, de ces IA? Alors aujourd'hui, dans le domaine du médical, typiquement, il y a différentes entreprises, dont une française, MedTech, qui ont lancé de la robotique chirurgicale. Robotique chirurgicale, née aux États-Unis, poussée aux États-Unis, mais aujourd'hui avec des vrais savoir-faire en France, MedTech, ou en Italie avec la société MMI, qui ont conçu des robots directement en intégrant des chirurgiens. Donc c'est-à-dire que dès le process du design du produit, des chirurgiens ont été mis dans la boucle pour des questions d'ergonomie, des questions d'usage, des questions d'accessibilité du robot dans les salles d'opération. Et donc le produit a été diffusé de manière totalement naturelle, très agile, dans son environnement final. Donc on est vraiment là dans un principe de co-création entre l'utilisateur de la technologie, l'ingénieur qui va créer la technologie, et là, on a un véritable impact, on a une véritable création de valeur. Donc ce type d'exemple, qui n'est pas que de la techno, parce qu'une fois que la techno arrive, on se dit qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas aussi simple. Il faut vraiment engager les utilisateurs et vraiment s'assurer en amont qu'on crée de la valeur avec les utilisateurs finaux. Alors on attend beaucoup du gouvernement là-dessus, mais justement, est-ce que ça doit venir du gouvernement? Est-ce que ça doit venir des entreprises? Quelle collaboration il peut y avoir pour diffuser cette IA? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, il est là pour financer la recherche fondamentale parce que les entreprises seules ne peuvent pas avoir la capacité à investir sur des choses qui ne rapporteront rien avant très longtemps. Mais sans entreprise, on ne fera pas les recherches nécessairement au bon endroit. Donc c'est important qu'on mette suffisamment dans la recherche publique, dans les sujets qui sont ceux à plus haut niveau de risque, et qu'on favorise et qu'on stimule l'investissement privé sur ces sujets-là. On a parmi les outils fiscaux les plus incitateurs en Europe et dans le monde pour favoriser la R&D dans les entreprises sur ces sujets-là. Ensuite, le deuxième élément qui est important pour la diffusion, et ça je m'en suis rendu compte les 12 derniers mois, c'est qu'on parle d'usage, notamment au sein de l'administration, mais aussi au sein des PME et de certaines industries, qui ne sont pas complexes, mais sur lesquels il n'y a pas de modèle, où il n'y a pas de rôle modèle entreprise, d'exemples réalisés dans le même secteur ou dans la proximité, et qui donnent l'envie d'y aller. Ce qu'on a fait dans le Lab IA de l'État, c'est qu'on a une équipe dont l'objet est d'aller présenter toutes les potentialités des briques d'intelligence artificielle pour les différents types d'administrations et en fonction de leurs usages. Parce que sinon, par défaut, eh bien, ces administrations n'auraient pas appelé. Eh bien, on a lancé un appel à projets au sein de différentes industries. Cette fois-ci, ce n'est pas pour l'administration, c'est l'État qui va financer des projets d'entreprises où plusieurs entreprises d'un même secteur se mettent d'accord pour partager des jeux de données et pour explorer ensemble l'utilisation de briques d'intelligence artificielle existantes. Et nous, comme c'est des projets de type nouveau, où on n'a pas d'ancienneté sur ça, comme les entreprises qui vont y participer vont prendre beaucoup de risques, on trouve que c'est normal que l'État puisse venir et dire on va vous aider à baisser un peu le niveau de risque parce que notre économie en général a besoin que vous le fassiez. Renaud Champion, est-ce que vous pensez que ce sont des bonnes solutions? Et puis l'autre question derrière, c'est est-ce que c'est suffisamment financé ce plan? Parce qu'il y avait eu tout un débat. Donc au départ, c'était 1,5 milliard qui avait été préannoncé par François Hollande, poursuivi par Emmanuel Macron. Est-ce que le financement est suffisant? Il y a deux parties dans la question. Déjà, est-ce que le mécanisme de subvention est suffisant? Il est certes nécessaire, il n'est pas suffisant. Je pense qu'aujourd'hui que l'État, dans certains secteurs d'activité, pourrait favoriser la commande publique de l'innovation. Donc là, on est vraiment dans le support à l'innovation, on n'est pas dans la recherche fondamentale.
comment, dans des nouvelles crèches qui se construisent, on peut favoriser le déploiement de robotique, d'IoT, ou même d'IA au sens large, dans l'investissement dans ces nouvelles crèches. On a parlé de l'hôpital avant sur la chirurgie, mais le développement de l'hôpital de demain, c'est les mêmes questions. Donc comment l'État peut aider, par sa commande publique, à favoriser l'innovation. Pas uniquement de la subvention de recherche, ça c'est aussi important, parce que derrière, il faut avoir un impact économique, il faut vendre des produits, il faut aider les startups à se développer, et pas uniquement les labos de recherche. Premier point. Le deuxième point, c'est au niveau du montant. Aujourd'hui, la question, en effet, c'est la Chine, c'est l'investissement qui se fait aux États-Unis. Comment la France peut avoir une voix dans ce débat international? On peut avoir une identité très forte, propre, mais il ne faut pas s'inscrire en dehors de l'Europe. Dans le cadre des nouvelles négociations Horizon Europe, donc le prochain programme européen qui est lancé, l'accent est très fortement mis sur l'IA. L'IA au sens large, c'est-à-dire IA/data, mais aussi IA embarquée, c'est-à-dire tout ce qui est robotique, IoT, etc. Et donc aujourd'hui, l'Europe a besoin de montrer une force de frappe suffisante. Ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 2 milliards, c'est plus, sur la durée et de manière vindicative. Il faut vraiment dire qu'on est là, sinon on ne va pas exister. Donc la France a un rôle à jouer, bien évidemment, avec sa spécificité, avec ses savoir-faire, dans cette vision européenne. La France n'y arrivera pas toute seule, soyons clairs. Alors justement, c'est quoi le rôle de l'Europe? Est-ce que le rôle de l'Europe, c'est vraiment de pousser vers l'IA ou de freiner? Parce que la question qui est mise en avant souvent, c'est qu'avec toutes les réglementations européennes, comme ça a été le cas pour la RGPD, mais comme ça peut l'être sur les réflexions éthiques autour de l'IA, l'Europe peut aussi paraître comme un frein. Alors sur le sujet de l'IA, il n'y a aucun doute à avoir. L'Europe, elle est un moteur, un stimulateur. Elle permet de fédérer les investissements sur les plus gros investissements nécessaires. Sur les supercalculateurs, la France est capable de se payer les supercalculateurs nécessaires à ses chercheurs aujourd'hui. Mais pour la recherche de l'année prochaine, c'est-à-dire pas de celle de dans 10 ans, de l'année suivante, on a des telles croissances d'exigences de capacité de calcul que la prochaine étape ne pourra être faite qu'au niveau européen. On aura besoin de cofinancer ensemble, et c'est le cadre du plan supercalculateur au niveau européen. Pareil sur certains niveaux de challenge, certains niveaux d'objectifs extrêmement importants, les Moonshot Challenge, c'est-à-dire ces grands défis liés à l'intelligence artificielle et aux technologies les plus récentes. C'est quoi, par exemple? Par exemple, c'est apporter le traitement de telle maladie avant l'année 2022. C'est être capable de robotiser tel usage avant telle année. Il faut qu'à chaque fois, il y ait un impact majeur sur la planète, sur les humains, et que ça nécessite de mobiliser des technologies qui sont aujourd'hui pas matures. Sur ces sujets-là, vous voyez que l'impact il peut être massif, mais vous voyez qu'aucun pays et aucun acteur privé n'est capable de mettre les centaines de millions, parfois un peu plus, nécessaires pour avancer. On va prendre un exemple. Aucun acteur privé, sauf aux États-Unis, les fameux GAFA. Regardez les batteries hydrogène ou les batteries tout court. Sur ces sujets-là, il a fallu qu'on lance des grands programmes publics au niveau franco-allemand ou de les préparer aujourd'hui au niveau européen, parce qu'on va devoir perdre beaucoup d'argent, mais perdre positivement beaucoup d'argent en recherche fondamentale, en recherche appliquée, en sandbox, en capacité à rechercher, avant qu'on trouve le bon niveau le bon niveau de performance. Donc ça, c'est très important. Puis vous parlez des GAFA. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a un des corollaires d'avoir 90% d'une part de marché dans un secteur, c'est qu'au bout d'un moment, on génère des marges massives, que grâce à ces marges massives, on est capable de réunir beaucoup d'argent pour la recherche fondamentale, pour la recherche appliquée, pour le développement de nouveaux services. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces entreprises. Vous avez raison, elles investissent massivement. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est pas de dire c'est très grave, c'est de se poser la question de est-ce que ces entreprises ont des business models qui sont soutenables pour nos économies? Est-ce que c'est normal qu'elles gagnent autant d'argent? Est-ce que c'est normal qu'elles aillent aussi vite, qu'elles soient aussi grosses? Est-ce que c'est normal qu'elles empêchent l'entrée dans leur secteur de très nombreuses entreprises? Parce que là, quand vous parlez de l'investissement qu'elles mettent dans l'innovation, c'est très bien qu'une entreprise investisse dans l'innovation. On ne va pas leur dire arrêtez d'innover, c'est pas bien. La question qu'on se pose, c'est leur taille. Et ça, c'est le vrai sujet de débat qui a lieu aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. On est toujours face au même problème. En France, on n'a pas la force, la puissance pour créer des grandes entreprises comme aux États-Unis, et notamment des géants de l'IA. J'ai l'impression que sur les géants de l'IA, ce qui se joue, c'est notamment le fait d'avoir des bases de données importantes, et que c'est là-dessus qu'on va faire travailler les IA, mais aussi l'idée de recruter en fait les meilleurs chercheurs et de les rémunérer à leur niveau. Parce qu'en fait, on forme parmi les meilleurs chercheurs, et je crois que c'est plus discuté aujourd'hui en France, mais par contre, on n'arrive pas forcément à les garder. Qu'est-ce que vous en pensez, Renaud Champion ?
Bien évidemment, il y a eu une inflation énorme au niveau de ce que pouvait mettre un Google ou un Facebook ou un Amazon sur la table pour débaucher des pans entiers de chercheurs. Oui, je pense que l'université ou même les écoles de business n'auront pas la capacité à s'aligner sur ce type de montant. Donc qu'est-ce qu'on propose d'autre ? Aujourd'hui, il y a tout un champ technologique sur lequel, en France, on arrive quand même à se positionner. Il ne faut pas oublier que l'IA, ce n'est pas uniquement lié au big data. Toute la partie robotique, en Europe, c'est des choses que l'on sait très bien faire, notamment en France aussi. Donc on a tout ce savoir-faire aussi à valoriser en France, sur lequel certains grands acteurs du web ne sont pas forcément positionnés. Donc on a, heureusement, j'oserais dire, des marges de manœuvre sur ce côté-là. Maintenant, pour retenir, c'est qu'est-ce qu'on propose aussi. C'est-à-dire tous les chercheurs académiques, scientifiques ou même en sciences humaines, ne sont pas intéressés forcément à aller bosser chez les GAFA pour différentes raisons. Des raisons donc notre argument de force, autres. c'est l'éthique en fait. C'est jouer sur cette marque de fabrique française ou européenne. Alors, faut pas juste parler d'éthique comme étant un sacro-saint Graal. C'est plutôt de parler de responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA responsable, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que vous en avez parlé aujourd'hui sur toutes les biais dans la donnée, tout ce qui est comment aujourd'hui développer des algorithmes qui sont éthiques ou responsables. Là, c'est des véritables enjeux. Il ne faut pas s'empêcher derrière l'éthique de faire du business aussi non plus. Il faut faire attention à regarder la signature et l'impact social et économique que l'on peut avoir quand on développe ce type de technologie. Donc là-dessus, oui, la France, l'Europe, nous avons des choses à dire. Nous avons véritablement des approches multidisciplinaires qui peuvent faire une différence par rapport à d'autres acteurs économiques, en effet. Une réaction ? Je suis très d'accord. Et sur ces sujets, il faut regarder les forces qu'on peut avoir. Tout à l'heure, vous avez parlé du RGPD en disant que c'était un frein. En fait, RGPD, aujourd'hui, dans un monde de l'intelligence artificielle, c'est en train de devenir un avantage. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans le monde, des consommateurs dans le monde, qui n'ont pas envie d'acheter un produit ou un service qui ne respecterait pas au plus haut niveau les données personnelles. On a aujourd'hui, sur le sujet de l'éthique, une vraie discussion, mais qui ne doit pas être une discussion qui limite, mais c'est une discussion qui doit apporter de la confiance. Et quand on apporte de la confiance dans un produit ou dans un service, on permet son développement. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a des secteurs où la confiance, elle est encore plus importante que les autres. Par exemple, sur la santé, il y a de nombreux consommateurs dans le monde qui accepteront des solutions de santé basées sur l'intelligence artificielle réalisées en France et en Europe avec des données françaises et européennes, mais qui refuseront que ce soit fait sur des données chinoises ou des données qui ne respecteraient pas des standards, ou alors sur la confiance qu'on n'aurait pas. Donc on a, sur la santé par exemple, sur la ville de demain, sur le transport, on a des secteurs dans lesquels le reste du monde a confiance en nous. Mais il faut qu'on utilise cette confiance qu'on a construite à travers les décennies pour la transformer en avantage compétitif dans une ère de l'IA. Un petit mot final, donc du coup, si vous deviez résumer ce qu'il manque à la France en matière d'IA, vous direz c'est quoi là ? Si on avait vraiment la possibilité de faire bouger les choses rapidement. Il y a un sujet important sur le passage à l'échelle en France. C'est-à-dire que comment on peut aujourd'hui impliquer des grands groupes dans l'appropriation de ces technologies. Il y a aujourd'hui un petit peu de réticence. C'est assez culturel, là où, par exemple, aux États-Unis, les grands groupes n'ont pas peur d'absorber des startups, de faire des tests, et puis si ça ne marche pas, on se coupe le bras, comme on dit dans le milieu de l'investissement. Donc comment engager les grands groupes à s'approprier ces technos ? Et pour ça, il faut former leurs managers. Donc là, je presse un petit peu pour la paroisse, mais c'est vraiment comment peut-on apporter une connaissance, pas particulièrement très très technique, mais comment on peut avoir une acculturation auprès des différents managers qui servent de courroie de transmission justement entre ce que produisent l'ingénieur et la création de nouveaux produits. Et comment engager les grands groupes justement à former leurs managers, leurs N-1, sur ces sujets-là, pour justement permettre cette diffusion dont vous parliez et cette création de valeur, encore une fois, économique ou sociale. Donc ça, engager les grands groupes sur ce sujet avec un mécanisme de formation adapté, c'est assez important. Est-ce qu'il est possible que le gouvernement fasse quelque chose sur la formation en faculté, en fait ? Parce que vous avez, de votre côté, vous avez poussé pour un bac numérique, poussé pour plus d'heures de code dès le collège, je crois. Est-ce que ça peut être un moyen d'agir sur la formation des managers les uns après les autres, année après année ? Le grand sujet qu'on a, c'est celui de la diffusion et de l'appropriation. C'est l'intelligence artificielle partout. Et donc, qui dit partout dit...
les managers qui sont aujourd'hui en place, les salariés dans les entreprises et ceux qui vont commencer leurs études supérieures, qui sont les lycéens. Vous avez raison de le rappeler, les élèves qui rentrent en seconde cette année, ils vont avoir le tronc commun de sciences informatiques et numériques qui va leur apporter des bases de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que 100% des élèves qui vont aller au lycée en général et en technique, ils auront fait... Oui, mais attendez, 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, on en apprend des choses en latin. 2 heures par semaine, on en apprend des choses sur certaines disciplines. 2 heures par semaine de sciences et d'informatique. Donc on va avoir toute cette génération-là. Et puis on a aussi créé l'option qui permet pour ceux qui veulent en plus faire 6 heures par semaine. Et là, on fera déjà des jeunes passionnés à la sortie du lycée. Il faut qu'on soit capable de se dire que dans le supérieur, et ce n'est pas encore le cas, parce que ces matières ne sont pas obligatoires au lycée, du coup, on ne pense pas à les mettre dans le tronc commun des formations non liées à l'intelligence artificielle. Oui. Ce qui va changer avec ce nouveau bac, c'est que comme on aura des élèves qui iront en sciences humaines, qui iront dans d'autres disciplines scientifiques, qui en auront fait au lycée, ce sera extrêmement naturel pour tous d'avoir une option de tronc commun qui s'appellerait méthode et usage de l'intelligence artificielle, que tout le monde ferait au sein de ses études, quelle que soit sa formation, et ça, j'en serais très heureux. Très bien. Merci pour ce débat sur l'intelligence artificielle. Je vais rebondir de suite sur une autre question que se posent peut-être les fans d'actualité dans la salle. Mais qui n'ont pas pu voir leur téléphone. On a vu aujourd'hui, et c'est notamment un confrère d'Europe 1 qui le raconte, que Benjamin Griveaux pourrait démissionner du gouvernement pour se lancer dans la course à la mairie de Paris. Et peut-être vous, vendredi, que dites-vous sur ces informations? Est-ce des informations ou des rumeurs? Eh bien, je vous le dis, être membre du gouvernement, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas vous qui choisissez ni d'y entrer ni d'y sortir tout seul. C'est des discussions que vous avez avec le président de la République, avec le Premier ministre. Elles prennent beaucoup de temps. Je n'ai fait aucune déclaration sur ce sujet, donc je ne vois pas où Europe 1 est allé chercher tout ça. Mais vous savez, le Premier ministre est au Qatar, là, pendant qu'on se parle. Donc toutes ces discussions, elles ont lieu en ce moment. Mais vous êtes toujours possiblement candidat pour la mairie de Paris. Oh, ça, je crois que j'ai été assez clair ces dernières semaines sur ce sujet. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir assisté à cette journée. Le cocktail démarre tout à l'heure pour les invités et les partenaires, donc on peut y arriver par l'ascenseur ici à droite. Je vous remercie à tous. Merci.